Bonjour à tous. Je me présente, Nadine Lachance, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire avec l'entreprise BJ Media. Donc, on aura l'occasion d'entendre Isabelle Gagné qui sera là pour parler, entre autres, de votre présence web. Et de comment orienter un peu vos stratégies pour maximiser votre investissement. Donc, ça sera le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais remercier les partenaires de la Chambre de commerce. Donc, merci à Desjardins Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges qui soutiennent le mandat de la Chambre de commerce à travers l'année. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire un petit retour, en fait, peut-être un peu positionner pourquoi on décide de parler de la présence web et de comment maximiser l'investissement. En fait, on a parlé à travers différents webinaires. On a entre autres eu comme sujet la base, en fait, de les campagnes marketing. Donc, on a fait un petit retour il y a peut-être 2 ou 3 semaines avec l'entreprise l'agence Gravité. On a revu un peu les bases des stratégies marketing. Et ensuite, on est allé toucher un peu les stratégies numériques. Donc, l'ensemble de la stratégie numérique avec l'entreprise Solution M. Et donc, maintenant, on veut en apprendre davantage sur comment on mesure l'efficacité de tout ça. C'est pourquoi on a fait appel à BJ Media. Donc, Isabelle, je te cède la parole et je te laisse aller de l'avant avec ton webinaire. Merci Nadine. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais faire ça comme du monde. Donc là, actuellement, vous devrez voir mon écran. Donc oui, merci Nadine. Je me présente, Isabelle Gagné, directrice générale chez BJ Media. On est une agence web qui existe maintenant depuis plus de 26 ans. On est situé à Vaudreuil-Dorion. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est pas vous parler de la situation actuelle parce que vous la connaissez déjà, mais c'est plutôt de comment maximiser votre investissement puis d'analyser votre présence web. Parce qu'on sait que les intentions d'achat ou les processus d'achat des consommateurs vont beaucoup changer dans le futur, déjà qu'ils l'ont fait, mais ça va être de plus en plus axé sur le web. Donc, les gens vont faire une recherche sur le web avant de se rendre en boutique, soit pour commander sinon en ligne ou pour trouver une entreprise de service. Donc, c'est pourquoi que là, je voulais qu'on regarde votre présence web puis comment mieux orienter votre investissement. Donc, la première chose, ça va être d'analyser votre site web. Je ne sais pas si les gens qui sont avec moi aujourd'hui, vous avez tout un site web. Si la réponse est non, peut-être penser à en avoir un parce que ça serait une très bonne option. Tous les points qui sont là, de toute façon, que je vais mentionner, gardez-les en tête lors de la conception de votre site. Pour les autres, ça va être des points qui sont à réfléchir, à savoir si votre site web les a. Donc, la première chose, c'est la vitesse. Est-ce que votre site télécharge en moins de 3 secondes? Pourquoi 3 secondes? C'est parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'en fait, 54% des gens vont quitter un site web si ça prend plus de 3 secondes avant que la page s'affiche en entier. Donc, il faut voir pour le vôtre si ça fonctionne bien. Puis d'ailleurs, là, je vais tout le temps partir, je vais essayer de vous montrer des exemples. Puis les outils que je vais vous montrer, ils vont être disponibles aussi à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir les reprendre en note. Mais si vous allez sur Think with Google, vous pouvez faire une évaluation de votre site web. Vous avez juste à rentrer votre URL puis ils vont vous dire quel est votre résultat. Par exemple, pour le site de BJ Media, on est à 2,8 secondes. On est en bas du 3 secondes, mais on est encore considéré comme étant lent. Donc, c'est un travail en continu qu'on doit faire parce que c'est sûr que aussi, si on rajoute du contenu, des photos, des vidéos sur le site, ça va encore être du temps de chargement additionnel. Donc, c'est tout le temps un travail constant à surveiller et à s'améliorer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être de savoir si votre site est sécurisé. Donc, il doit être HTTPS. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, même vu, parce que ça va être indiqué dans votre barre de navigation. Mais tous les sites, que ce soit des boutiques en ligne ou des sites vitrines, ils doivent être sécurisés. Parce que d'un moment ou l'autre, vous allez sûrement avoir un formulaire de contact qui va demander des renseignements un petit peu plus personnels, que ce soit le nom, prénom, courriel, peut-être une adresse postale ou un numéro de téléphone. Donc, c'est tous des champs qui doivent être sécurisés pour pas que des gens malveillants, des robots, peu importe,
décident de pirater l'information, qu'elle soit accessible. C'est d'ailleurs aussi un critère de Google qui demande à ce que les sites soient sécurisés. On en parle depuis octobre 2017, mais c'est de plus en plus sévère à chaque année. Puis même, on parle que pour cette année, Google va même commencer à enlever les sites de son répertoire, ceux qui ne sont pas sécurisés. Donc, un petit changement qui en vaut la peine, parce qu'on est mieux prévenir que guérir. Troisième point, l'adaptabilité. Est-ce que votre site web est adapté au mobile? Aux tablettes aussi, évidemment. Quand je parle mobile, je parle de toutes les différentes plateformes. Pourquoi? C'est parce qu'on veut que, dans le fond, quand moi je vais arriver sur mon cellulaire, parce qu'on sait que la majorité des recherches sont effectuées sur cellulaire, que le site soit adaptatif. Il ne faut pas que l'utilisateur, comme moi, j'arriverai sur votre site et que je dois agrandir, rapetisser l'écran pour trouver l'information que je désire. Je risque de quitter votre site web parce que ce n'est pas user-friendly. Désolée de l'anglicisme. Mais un autre outil, encore une fois pour ça, ça va être le test d'optimisation mobile qui est disponible avec Google, qui va vous dire si votre site est adapté ou non aux différents appareils mobiles. Puis si ce n'est pas adapté, il va vous mentionner qu'est-ce qui devrait être fait. Vous allez même avoir le petit visuel du compte rendu quand on est en mode mobile que vous allez pouvoir voir. Donc, si je reviens, excusez-moi, je vous promène d'un bord à l'autre. Le quatrième point, ça va être la navigation. Donc, quand on est sur votre site web, est-ce que c'est facile de s'y retrouver facilement? Il faut se mettre dans la peau de l'utilisateur. Quand il va arriver sur votre site, est-ce qu'il va avoir comme du contenu qui va être à jour? Les images, est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Donc, ils ne sont pas pixelisés, puis qui sont également à jour, qui représentent vos services ou vos produits. Est-ce qu'on va y trouver aussi des appels à l'action? C'est-à-dire, mettons, des endroits où le numéro de téléphone va être identifié assez rapidement. Est-ce que vous allez avoir des formulaires de contact, des formulaires de soumission? Est-ce qu'il y a un lien entre chacune de vos pages, puis un menu qui est identifié, dont toutes les pages s'y retrouvent? Il ne faut pas non plus que vous ayez comme des pages qu'on appelle orphelines, qu'on les trouve si on arrive par hasard dessus. Donc, ça aussi, c'est à éviter. C'est juste de s'assurer, dans le fond, que la personne, quand elle arrive sur votre site web, qu'elle a la meilleure expérience, puis qu'elle a confiance en vous pour revenir. Le dernier point de cette partie-là, ça va être les résultats. Puis je vais vous le rappeler à plusieurs reprises durant la présentation, c'est d'analyser les résultats. C'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Puis je vais vous faire un petit cours 101 très rapide, là, mais avec Google Analytics, si vous avez un site web, vous devez avoir Analytics. Qu'est-ce qui va être important à regarder pour vous? Si je peux vous le dire en 2-3 minutes, parce qu'on est assez serré dans le temps, ça va aller dans Acquisition, vue d'ensemble. Donc, pour la période donnée, parce que vous allez choisir en haut à votre droite la période que vous voulez analyser. Puis après ça, vous allez pouvoir voir les sources de où proviennent votre trafic. Donc, dans ce cas-ci, vous allez avoir le social, donc les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Bref, tous ces réseaux-là vont vous emmener du trafic. Tout ce qui est direct, c'est les gens qui vont avoir vraiment inscrit votre nom d'entreprise ou votre URL dans la barre de recherche qui vont arriver directement sur votre site web. C'est le direct. Organic Search, c'est tout. Dans le fond, les visites vont arriver sur votre site web parce qu'ils ont fait une recherche à l'aide de mots-clés. Donc, si vous êtes un avocat, par exemple, si quelqu'un a fait avocat de la famille et peut tomber sur votre site web, c'est une recherche par mots-clés. Other, c'est tout ce qui n'est pas catégorisé. Dans ce cas-ci, je sais pour ce client-là que c'est les fiches Google Maps, que je vais vous parler un petit peu plus tard. C'est ça qui va apporter la source. Ici, on a le display, donc tout ce qui est des bannières publicitaires qu'on peut voir sur différents sites web, comme des hebdos, Météo Média, bref, tous des endroits où on peut voir des bannières visuelles. Vu que c'est payant, excusez-moi, donc c'est dans le display. Paid Search, ce sont toutes les annonces payantes dans AdWords, que je vais vous montrer aussi tantôt. Referrals, ce sont les références. Par exemple, si vous avez un article dans un journal qui vous apporte des liens vers votre site web, c'est une référence. Après ça, si on parle de email, c'est tous les envois de masse de courriels que vous faites et que les gens cliquent à travers vos courriels pour arriver sur votre site web, c'est cette section. Qu'est-ce qui va être important aussi, c'est regarder pour vos objectifs. Vous pouvez en mettre plusieurs dans Analytics.
C'est sûr que si vous êtes débutant dans l'analytique, demandez de l'aide, mais pour ceux qui sont plus habitués, ça va être de vraiment suivre vos objectifs. Ça peut être que vous avez un formulaire qui a été rempli, un article qui a été acheté, un panier d'achat qui a été ouvert, un appel qui a été fait en version mobile. Si vous avez un numéro de téléphone qui est cliquable quand vous êtes en version mobile, on peut faire le suivi des appels. Donc, à ce moment-là, quand vous regardez toutes les transactions ou toutes les conversions plutôt qui sont faites, toutes conversions confondues, c'est là que vous allez pouvoir voir si c'est rentable votre stratégie. Donc, c'est un des points à regarder. Autre chose qui va être important, si vous allez dans comportement, plus d'ensemble encore une fois, là, à ce moment-là, ça va vous montrer en fait toutes les pages de votre site web. Je vais faire afficher le rapport complet. Et pour la période donnée qu'on a décidé en haut, on va dire 1er janvier au 11 mai, vous allez voir tout le nombre de vues pour chacune des pages et le temps passé sur chacune des pages, ainsi que le taux de rebond. Le temps moyen passé sur chacune des pages va être un bon indicateur. Si, par exemple, vous avez des articles de blog, puis vous savez qu'un article en tant que tel va prendre, je dis n'importe quoi, mais 3 minutes à lire, puis que vous voyez que votre temps moyen passé sur la page est de 3 minutes 30 ou 2 minutes 50, bien, vous avez une bonne idée que les gens ont sûrement lu l'article au complet. Donc, c'est des bonnes choses à savoir. Et même chose pour le taux de rebond. Si vous avez un taux de rebond qui est plus que autour de 60% et plus, ça veut dire que ce n'est pas bon signe. C'est que les gens sont arrivés sur cette page puis qu'ils l'ont quitté tout de suite parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information qui était pertinente pour eux. Donc, il faut que votre taux soit le plus bas possible. C'est comme on voit ici, on se tient autour des 12 à 20%, ce qui est excellent. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Dernier point que je veux vous montrer dans l'analytique qui pourrait être intéressant aussi pour vous, c'est l'audience. Vous allez aller dans Données géographiques, puis dans Zone géographique. Excusez, ça prend du temps un petit peu à télécharger. Donc, si je clique sur Ville, vous allez avoir la provenance de tous les visiteurs sur votre site Web. C'est là que vous allez pouvoir voir si votre stratégie est bien adaptée. Parce que si vous êtes une entreprise de services qui est située à Montréal puis que vous desservez Montréal, Laval, West Island, bien, vous allez vouloir avoir au moins ces villes en priorité, au moins dans le top 3 de vos plus grandes sources de trafic sur votre site Web. Si ce n'est pas le cas, bien là, c'est parce que vous n'avez peut-être pas adapté votre stratégie ou vous n'êtes pas bien positionné sur le Web pour les secteurs que vous ciblez. Donc, ce seraient des points à regarder. Si je reviens à ma présentation. Donc là, une fois qu'on a regardé tout ce qu'on devait faire pour que son site Web soit fait d'une façon optimale, il faut attirer du trafic sur celui-ci. Donc, c'est là qu'il faudra rentabiliser ce site Web parce que plus vous avez de trafic, plus vous avez de chances de convertir ces gens-là en clients. Donc là, je vais vous parler un peu plus de différentes options qui s'offrent à vous pour bâtir votre stratégie. C'est sûr que si vous avez chacun des points que je vais vous nommer, vous avez le plus de chances possible également d'avoir du trafic sur votre site, mais ça va dépendre de votre budget à la toute fin. Donc, premier point, positionnement web. Quand je dis positionnement web, on parle de Google, évidemment, parce que c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé par monsieur, madame, tout le monde. Alors, on veut être présent. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler, mais je vais le répéter, je suis désolée. Il y a 3 façons d'être positionné dans Google. Le premier que vous allez voir en haut, donc les annonces, ce sont des résultats payants, des annonces AdWords ou Google Ads plutôt. Comment ça fonctionne? C'est un coût par clic. Donc, pour chaque clic qui va être effectué sur votre annonce, vous allez charger. C'est-à-dire que si on prend l'exemple ici, conception de site web, qui coûte environ 2,30 $, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur leurs annonces, ça va leur coûter 2,30 $. Évidemment, c'est possible de décider d'avoir un budget journalier pour éviter de dépasser vos coûts que vous aviez prévus ou votre budget que vous voulez allouer mensuellement. Donc, ça, c'est une option. Ça peut être bon parce que si vous êtes une entreprise de service qui offre un service d'urgence, par exemple, un plombier, que vous pouvez offrir un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous êtes présent en haut, vous avez des bonnes chances quand même d'avoir des visites. Puis même si les gens ne cliquent pas au moins sur votre annonce, bien, vous allez être quand même visible en haut, ce qui est très bon parce que vous allez avoir des impressions, le monde va vous voir en haut, vous pourrez vous voir aussi dans la Google Maps, puis en bas. Donc, plus vous avez d'endroits que vous êtes apparent, mieux c'est. D'ailleurs, 30% des clics
sont distribués dans les résultats payants. Après ça, le reste, le 70% des clics qui restent, c'est dans les résultats organiques. Vous avez la portion soit de la Google Maps, qui est en fait la petite pin qui indique où que vous êtes situé, ou sinon quel secteur que vous desservez. C'est sûr que ça va sortir selon la personne où qui est géolocalisée quand elle fait la recherche. Donc, si moi je suis à Vaudreuil, c'est sûr que ça va me sortir les entreprises qui sont autour de moi jusqu'à un certain rayon. Après ça, vous allez avoir les résultats organiques qu'on appelle ou résultats naturels, qui sont tous les sites web qui vont sortir selon des expressions. Donc ici, conception de site web, ce sont les résultats qui vont être donnés. Alors, pour vérifier, vous, de votre côté, comment que ça fonctionne, vous êtes mieux d'être en navigation privée. Pourquoi? Parce que si vous faites une recherche dans votre navigateur habituel, comme par exemple Google Chrome, il se rappelle de vos intentions de recherche, de tout ce que vous avez cliqué dans le passé, donc il va être sujet à vous représenter les mêmes résultats. Alors, si vous voulez avoir plus des résultats qui sont réalistes, si on peut dire, ou qu'est-ce que le monde commun va voir quand ils font une recherche, c'est d'être en navigation privée. Là, c'est de savoir quels sont les mots-clés qui sont importants pour vous. C'est sûr que vous n'avez sûrement pas tous les outils que nous, une agence peut avoir, qu'on paye pour avoir accès à certaines analyses qu'on veut faire, mais je veux dire, c'est votre entreprise, vous la connaissez, vous savez pour quels mots-clés vous voulez sortir au minimum. Donc, faites-vous une liste, puis après ça, faites les recherches en ligne de regarder où vous sortez pour les mots-clés que vous voulez, puis pour les secteurs que vous voulez. Si, par exemple, vous voulez sortir pour, encore une fois, avocat à Vaudreuil, mais faites l'essai avocat Vaudreuil pour voir où que vous vous situez. Après ça, regardez aussi où se positionnent vos compétiteurs. C'est sûr que si vos compétiteurs sont présents pour certains mots-clés puis vous ne l'êtes pas, vous diluez vos chances d'avoir des clients potentiels parce que c'est lui qui va les avoir de son côté. Surtout si tout est bien fait de son côté au niveau stratégie et présentation web, il y a plus de chances de remporter. Après ça, c'est de poser la question, si vous n'êtes pas présent ou si vous l'êtes mais vous êtes un peu trop bas sur la première page, qu'est-ce que je préfère pour augmenter? Bien, c'est est-ce que votre site web est optimisé pour les moteurs de recherche? Donc, encore une fois, je parle de Google. Google, c'est lui qui gère tout ça, mais c'est aussi avec différentes études qui ont été faites au fil des années dans tout le monde qui travaille dans le SEO, donc l'optimisation SEO. Il y a plus de 200 critères qui sont évalués pour le positionnement de l'entreprise sur Google. Là, je vais vous en nommer quelques-unes qui sont la base qu'il faut que vous ayez, mais il y en a beaucoup d'autres à avoir. Bon, au moins, ça vous donne une idée. Donc, la première, c'est les balises. Est-ce que chacune de vos pages ont des balises web? Puis en passant, qu'est-ce qu'une balise? En fait, je vais revenir à ma slide avant, je vais vous montrer. Si on prend exemple ici en bas, qu'est-ce qui est inscrit en bleu normalement, ou ici est en mauve, conception et refonte de site web, c'est la balise titre ou title, et en gris, c'est le petit descriptif, donc on appelle ça une métadescription. C'est de ça dont je vous parle, que chacune des pages doit avoir des balises et elle doit être aussi attrayante pour l'utilisateur pour qu'il soit intéressé à cliquer sur votre lien. C'est bien important aussi, il y a une longueur maximale qui est demandée. Donc, si vous avez un site qui est bâti sous WordPress, par exemple, vous pouvez installer un plugin qui se nomme Yoast. Donc, celui-ci va vous aider à voir quelle est la longueur que ça vous prend pour vos balises et si vous en avez pour chacune de vos pages. Autre point, ça va être les attributs alt. Donc, c'est les textes qu'on appelle des textes alternatifs qu'on va mettre sur chacune des images. Vu qu'on va mettre des textes, en fait, ça va aider le moteur de recherche à comprendre c'est quoi le contenu de votre image et de l'indexer. Donc, encore une fois, on veut sortir sur Google. Si on met les chances de notre côté, on veut que nos images aient aussi nos mots-clés qu'on veut représenter pour se faire indexer. En parlant d'indexation, on va vouloir avoir tout ce qui est schéma, robot, sitemap, etc. Ce sont tous des fichiers qu'on va installer soit sur le serveur du site ou dans le code. C'est sûr que c'est plus technique. À ce moment-là, ça vous prend quelqu'un qui est plus expert et à l'aise à travailler là-dessus. Mais ce sont des choses qui sont importantes pour indiquer, encore une fois, à Google quelle page qu'il doit indexer, que comprend votre site web, où vous êtes situé, quel type d'entreprise vous êtes, et ainsi de suite. Si je passe
au prochain point, qui sont les liens, c'est savoir si vous avez des liens internes. Première chose, est-ce que vos pages sont interreliées entre elles? Si par exemple, je suis sur votre page d'accueil, est-ce qu'il y a un lien qui me renvoie vers votre page de service? Et votre page service, qui me renvoie à votre page de contact, et ainsi de suite. Le but, c'est de faire une boucle. Dans le fond, c'est comme Google, lui, va connaître le chemin que les gens doivent faire. Puis, d'un autre côté, expérience utilisateur, c'est qu'on veut que les gens restent plus longtemps sur votre site web. Donc, si on fait une boucle, c'est bon signe parce qu'on va se promener sur votre site pour comprendre et voir votre contenu. Il faut également des liens externes. Qu'est-ce que je veux dire par lien externe? C'est par exemple, si vous avez un article de blog qui est publié sur un média autre, par exemple un hebdo, puis qui renvoie un lien vers votre site web, ça va être bon pour votre, qu'on appelle votre domaine authority, de votre niveau d'autorité, de votre nom de domaine, mais aussi c'est un indicateur pour Google dans ses critères de référencement. C'est pas nécessairement la quantité qu'il faut, mais plutôt la qualité. Donc, préférez des sites qui ont un niveau plus élevé de qualité avec leur domaine d'autority. Ça, on pourra en parler plus tard si vous avez des questions, je pourrais vous expliquer plus en détail, mais c'est quelque chose qui est très important à réviser et à connaître. Par rapport au contenu, est-ce que vos mots-clés se retrouvent dans vos contenus? Ce n'est pas nécessairement juste de les écrire dans vos contenus, mais c'est de les présenter comme du monde, d'avoir un bon champ lexical, d'avoir assez de contenu, puis du contenu qui est mis à jour. Donc ça, c'est tous des points qui sont de base dans le SEO et qui doivent être faits. Puis d'ailleurs, je vais quitter encore la présentation. Et si vous allez sur notre site web, on a mis un outil qui est disponible pour faire un audit. Donc, je vais vous le mettre aussi dans le lien de la présentation. Puis d'ailleurs, la présentation va vous être envoyée par courriel, donc vous allez pouvoir tout revoir ce que je vous ai présenté. Mais dans le fond, si vous cliquez sur « Analyser votre site web », vous avez juste à rentrer vos informations et votre nom de domaine, puis il va vous faire un audit gratuit. Puis tous les points que je vous ai mentionnés ici vont vous être présentés avec les descriptions de qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qui doit être fait, puis c'est quoi votre score aussi sur une note de 100 par rapport à votre site web, par rapport à l'audit. Puis ça va être aussi un audit qui est gratuit, donc c'est sûr que c'est juste la page d'accueil qui est analysée, mais il y a d'autres outils qui existent en ligne pour faire l'analyse complète, ou sinon, vous pouvez demander aussi à une agence de le faire pour vous, puis il va y avoir un détail complet que vous allez être remis. C'est sûr que c'est différent comparativement à un outil qu'on va payer, mais au moins, ça vous donne une très bonne idée pour le futur. Après ça, si je passe au deuxième point, ça va être la stratégie de contenu. Donc, la stratégie de contenu peut vous emmener également du trafic sur votre site web. Donc, comment faire? Puis en passant à la stratégie de contenu, c'est la rédaction d'articles sur votre blog, sur votre site web, tout court. Donc, les avantages de rédiger des articles de blog, c'est que vous allez gagner en visibilité. Comme je le mentionne depuis tantôt, beaucoup de gens vont faire des recherches en ligne pour trouver leur information. Donc, quand vous avez des articles de blog, c'est des pages additionnelles qui peuvent être répertoriées à travers Google. Donc, plus vous avez de pages additionnelles, donc des articles de disponibles, plus vous avez de chances de sortir pour les requêtes que les gens vont effectuer. C'est sûr que si vous écrivez un article de blog, ça va être sur des sujets un petit peu plus précis. Donc, attendez pas non plus que vous allez avoir du trafic à ne plus finir, mais ça va être des gens qui sont un peu plus qualifiés parce qu'on recherche quelque chose de particulier que vous abordez. Donc ça, c'est à garder en considération parce que je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Ça va également améliorer le référencement naturel parce que si vous faites un article de blog sur votre site web, vous allez pouvoir travailler des mots-clés qui sont un petit peu plus longs. Par exemple, si vous êtes un avocat en droit de la famille, bon, vous allez pouvoir faire un article qui va être le déroulement d'un divorce à l'amiable. Donc, divorce à l'amiable, c'est un terme qui est plus long, que les gens peuvent rechercher et que votre article pourrait sortir sur Google pour cette recherche-là. Même chose si vous dites, par exemple, je suis encore un avocat de la famille, puis j'écris un article sur comment bien choisir son avocat. C'est des questions qui sont légitimes et que les gens se posent et qui posent à Google. Donc, encore une fois, vous avez des chances de sortir pour ces termes de recherche. Puis, également aussi, un des critères
dans le fond, de Google, qui va avec mon point 5, là. Je me chevauche dans mes points, mais c'est la fraîcheur du contenu. Plus vous avez du contenu à jour et pertinent sur votre site web, mieux c'est pour Google. Donc, ça fait partie de ces critères. Donc, mettez les chances de votre côté, puis avoir des articles, c'est pertinent. Ça va également augmenter le temps passé sur votre site web. Je vous en ai parlé tantôt. Le but, c'est que les gens passent le plus de temps possible sur votre site web. Donc, si vous mettez des liens entre vos différents articles de blog, que vous les renvoyez vers vos pages de services, de produits, de pages de soumission, ils vont faire un cheminement, ils vont passer plus de temps sur votre site web, puis ils vont consommer votre information. Ainsi, ils sont plus réchauffés et qui ont plus confiance en vous pour passer à l'action de vous contacter ou de faire affaire avec vous ou d'acheter un produit en ligne. Parce que dans le fond, vous allez avoir affiché votre expertise. C'est vous les experts, c'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer de quoi vous parlez parce que vous vous connaissez bien. Donc, prenez l'utilisation du blog puis rédigez des articles. C'est sûr, encore une fois, vous pouvez faire appel à une agence qui va vous dire un peu plus comment structurer vos articles pour que ça corresponde au SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Aussi, avec les articles de blog, vous pouvez les réutiliser. Parce qu'on sait, vous allez sûrement avoir investi pour que quelqu'un les rédige pour vous, que ce soit une personne, une agence, où vous allez avoir pris le temps vous-même. Donc, le temps, c'est de l'argent, mais vous devez le réutiliser. Donc, vos articles, partagez-les sur vos médias sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, bref, tout autre média que vous avez. Je ne vous nommerai pas tous, vous les connaissez. Partagez-les. Par contre, si les résultats que quand vous faites votre partage ne vous conviennent pas, ben n'hésitez pas à leur partager plus tard. Attendez peut-être 2 semaines, puis faites un différent post avec une image différente, puis un texte différent pour le descriptif. Puis c'est à ce moment-là, quand vous faites de l'A/B testing, que ça va vous donner des meilleurs résultats. Aussi, après ça, si vous avez certains articles qui ont été très bons, que vous avez eu un bon taux de lecture, pourquoi pas reprendre le contenu puis en faire soit des vidéos, soit des podcasts. On sait très bien que c'est ça qui est à la mode actuellement. Le monde en consomme. C'est rapide. Vous pouvez faire comme moi actuellement. Je vous parle à travers un écran. J'ai pas rien en arrière de moi pour vous faire une présentation, mais ça fonctionne. Le monde sont là puis ils veulent en apprendre davantage. Donc, vous pouvez le partager à l'aide de vidéos sur YouTube. Puis après ça, ces vidéos-là, vous pouvez les partager sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Une autre chose, reprenez vos articles de blog puis partagez-les à travers vos infolettres. Donc, vous pouvez en profiter en même temps pour envoyer du contenu exclusif, que ce soit des promotions, des nouveautés, nouveaux produits qui arrivent, nouveaux services que vous offrez, un nouvel employé qui est arrivé et qui va amener une expertise différente ou un vent de fraîcheur à l'entreprise. Bien, diffusez cette information-là puis envoyez aussi vos articles de blog. Très important, par contre, pour l'infolette, j'en parlais un peu après, là, je vais revenir à ça, je suis désolée. Je vais parler aussi, dans le fond, tout ce qui est marketing de contenu, donc rédaction d'articles de blog. Il y a des statistiques qui ont été effectuées, je veux vous en partager 2 avec vous. Donc, le marketing de contenu coûte 62% moins cher que le marketing traditionnel et génère 3 fois plus de leads. C'est quand même à prendre en considération parce qu'on sait très bien tout ce qui est journaux, envois postaux, ça perd un peu de plus en plus de visibilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être commencer à plus penser, aller sur le web et investir. Je ne dis pas nécessairement de tout laisser tomber non plus du côté traditionnel, parce qu'il y a encore certaines choses qui fonctionnent bien, mais c'est d'évaluer et de quantifier par la suite. Aussi, 84% des internautes s'attendent à ce qu'une entreprise produise du contenu qui va les divertir, leur donner des solutions et informer sur des produits qui répondent à leurs besoins. Tu sais, par exemple, si vous êtes un exterminateur, vous pouvez parler de c'est quoi les solutions pour exterminer les souris, les rats, les fourmis, bref, tout un long descriptif, puis aussi quel type de produit qui peut être utilisé, qu'est-ce qui va être pas nocif pour la santé. Ça peut faire des beaux articles de blog que les gens vont consommer parce que c'est pertinent. Donc, vous avez d'ailleurs la statistique pour ça. Si je reviens à l'infolette, qui en fait un autre moyen aussi d'attirer du trafic sur votre site web, il faut penser constance. Donc, si vous voulez commencer à rédiger des infolettes,
allez-y. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'avoir une constance, faites-le pas tout de suite. Attendez. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par constance? Si vous décidez, OK, moi, je veux faire une infolette, puis je vais l'envoyer une fois par mois, bien, tenez-vous à une fois par mois. Parce que plus vous allez vous y tenir, ça va faire aussi en sorte que les gens vont s'habituer à recevoir vos courriels, votre information, et ils vont s'attendre à en avoir. Aussi, qu'est-ce que je veux faire une parenthèse, c'est d'essayer. Donc, si jamais vos premiers envois ne seront pas concluants comme vous voulez, ben, tirez pas des conclusions trop vite. Analysez, faites de l'A/B testing, comme on dit, créez des audiences différentes. Peut-être vous n'adressez pas votre message à la bonne cible. Par exemple, vous devriez avoir un infolette pour vos prospects, un infolette pour vos clients actuels. Divisez aussi en anglais-français, évidemment, mais peut-être vous pouvez diviser par type de produit. C'est ça, ou type de service. Donc, c'est là que vous allez devoir jouer dans vos audiences puis déterminer ce qui serait bon pour vous. Aussi, encore une fois, suivez les statistiques. Vous pouvez mettre des UTM de suivi dans vos infolettes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous mettez des UTM dans vos URL, je pourrais aussi, si vous avez des questions à la fin, je vous présenterai c'est quoi. Mais en fait, c'est que quand vous mettez un UTM dans une URL, celle-ci est suivie. Donc, vous allez vraiment avoir le nombre complet de gens qui sont arrivés sur votre site à cause de l'infolettre. Donc, ça peut être un très bon indicatif à savoir c'est quoi votre taux de clic. Parce que oui, si vous utilisez un outil comme MailChimp pour envoyer vos infolettes, vous allez avoir le nombre de fois que les gens ont ouvert votre infolette, le nombre de fois qu'ils ont cliqué sur un lien, mais vous n'aurez pas les informations par rapport sur quel lien ils ont cliqué. Surtout si vous en avez plusieurs dans votre infolette, je pense que c'est pertinent. En fait, je pense pas, je suis certaine que c'est pertinent de savoir sur quel lien ils ont cliqué, puis où ils sont allés, combien de temps ils ont passé sur ces pages-là, puis, dans le fond, pourquoi ils ont quitté. Savoir le taux de rebond. Donc, vraiment, l'infolettre, c'est à y réfléchir. Mais quand je dis la constance, oui, c'est la clé du succès. Mais si, par exemple, vous déménagez, bien, je comprends aussi que vous voulez envoyer d'une façon sporadique de l'information, puis c'est tout à fait normal. Après ça, 4e point. Donc, l'automatisation. Je vais vous montrer quelques exemples de qu'est-ce que l'automatisation, puis comment ça pourrait vous aider dans votre entreprise. Encore une fois, c'est le but, c'est de rentabiliser votre site web. Donc, c'est de mettre tous les outils en place qui vont faire en sorte que vous allez comme réchauffer, si on peut dire, vos clients, vos visiteurs pour qu'ils achètent avec vous. Donc, le premier point, si vous avez quelque chose qui est disponible en téléchargement, que ce soit un guide, un coupon, un dépliant, bref, quelque chose que les gens peuvent télécharger sur votre site web, qui est disponible à la portée de tous, ajoutez à la place un petit formulaire à remplir qu'ils vont devoir laisser leurs coordonnées, que ce soit nom, prénom, courriel, ou peut-être juste le courriel, pour que vous puissiez vous bâtir une base de données de votre côté de gens à solliciter. Si par exemple, vous avez un guide que vous mettez à la disposition, un guide beauté, juste n'importe quoi, encore un exemple, mais vous avez un guide beauté à votre disposition que les gens peuvent télécharger, mais par la suite, quand ils vont avoir téléchargé le guide, vous pouvez leur envoyer des courriels automatisés. Le premier courriel pourrait être un article de blog complémentaire qui peut être envoyé. Le deuxième, ça pourrait être une vidéo qui peut être envoyée. Puis le troisième, vous pourriez envoyer un coupon rabais pour leur prochain achat ou bref, une stratégie qui se tient et qui s'envoie en plusieurs courriels. Il y a plusieurs outils qui peuvent permettre de faire des envois automatiques. Je vous ai parlé de MailChimp, qui est un outil, dans le fond, qui peut être utilisé, qui est gratuit jusqu'à 2500 contacts, mais il y a quand même des limitations à ce que vous pouvez faire. Mais il y a un partenaire avec qui on travaille actuellement, LeadFox, qui nous permet de faire des envois comme qu'on veut, selon une séquence donnée. Il y a également, comme quand on parle d'infolette, mettez de l'avant sur votre site web l'abonnement. Donc, n'ayez pas peur de mettre des boîtes à certains endroits dans votre site d'une façon stratégique pour que les gens s'abonnent à votre infolette, qui donnent leur nom, prénom, courriel, pour que vous puissiez avoir plus de gens abonnés à votre liste. Le clavardage, vous l'avez certainement vu sur plusieurs sites web. De plus en plus, on a la petite bulle qui est en suspens en bas à droite, qui attend juste de popper pour vous demander comment ça va.
Donc, ça peut être une bonne façon de clavarder avec les gens qui sont sur votre site web. Vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez même connecter à l'aide d'un outil à l'interne, dépendamment quel programme que vous utilisez. Vous pouvez être connecté avec le chat, mais sinon, vous pouvez connecter Facebook Messenger, qui va être plus facile peut-être pour vous pour gérer sur vos cellulaires à l'interne les demandes qui rentrent. Mais justement, il faut que vous assurez que quelqu'un peut répondre à ces demandes-là, ou au moins dans l'heure qui suit, parce que en fait, si je suis sur votre site web, je m'attends à une réponse instantanée s'il y a un chat. Autre chose, vous pouvez peut-être décider de mettre ce chat-là automatique. Donc, ça peut être un chatbot qu'on appelle, que ce sont des questions et réponses automatiques qui sont déjà préétablies selon ce que vous pensez qui normalement devrait être répondu ou qu'est-ce qui est posé comme question que vous avez souvent au service à la clientèle ou quoi que ce soit. Ça peut être automatisé. Une autre automatisation qui peut être bonne, c'est les upsells. Si par exemple, vous avez fait une vente, que ce soit un produit ou un service, pourquoi qu'il n'y aurait pas un courriel qui soit envoyé automatique? Dans le fond, que vous, quand la vente est faite, c'est rentré dans le système et que, par exemple, 1 à 3 jours plus tard, un courriel est envoyé automatiquement pour proposer un service complémentaire ou un produit complémentaire. Je ne sais pas, vous êtes une entreprise de chauffage et climatisation. Il y a quelqu'un qui est venu chez vous qui a décidé d'acheter un climatiseur, puis qui l'a fait installer par vous. Pourquoi qu'il n'y aurait pas 2-3 jours plus tard un courriel qui est envoyé comme « Merci encore une fois d'avoir fait affaire avec nous. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. » Puis on les renvoie vers laisser un avis. Puis dans la suite, vous pouvez dire « D'ailleurs, on a d'autres services complémentaires qui pourraient être intéressants pour vous, soit l'entretien de votre système que vous venez d'acheter ou une garantie prolongée. » Bref, vous pouvez mettre de la documentation dans vos courriels qui pourraient être envoyés automatiquement et qui pourraient vous ramener des petites ventes additionnelles. C'est une idée qui pourrait être intéressante pour rentabiliser encore plus vos stratégies. Après ça, si je passe au panier d'achat, pour ceux qui ont une boutique en ligne, si vous avez un panier qui est abandonné, parce que c'est sûr que ça arrive, des gens comme vous et moi, on magasine, on se bâtit un panier, on ne passe pas tout de suite à l'action, on fait autre chose, on se fait déranger, puis le panier, finalement, on l'a oublié. Bien, ces gens-là qui ont bâti un panier, ils étaient prêts à acheter. Il leur manquait juste un petit quelque chose pour décider de faire l'achat. Donc, pourquoi pas les relancer? Pourquoi pas qu'il n'y aurait pas un système automatique qui envoie des courriels selon une séquence définie qui relancerait ces gens-là? Par exemple, vous pourriez leur envoyer comme un courriel qui dit votre panier vous attend toujours, on aimerait ça comme que vous soyez, on vous comptez parmi nos clients. Voici d'ailleurs un 10 % de rabais qui pourrait vous intéresser et vous aider à passer à l'action. Donc ça peut être une solution. Mais c'est de penser aussi toutes les stratégies derrière, puis encore une fois, de s'adapter. Si vous voyez que le taux de réponse n'est pas aussi élevé que vous aimeriez, changez les courriels. Il ne faut pas non plus, quand vous lancez une stratégie, la laisser rouler sur un pilote automatique. Il faut toujours mesurer. C'est pourquoi il faut revenir tout le temps au début avec Google Analytics, puis regarder tout à la lettre. Soit vous ou soit l'agence qui va être mandatée pour vous offrir ces services-là. Après ça, le 5e point, Nadine l'a parlé tantôt, vous avez eu déjà des formations qui ont été offertes par d'autres agences comme Solution M pour les médias sociaux. Je vais en parler moi aussi parce que ça reste que c'est un média qui est très, très, très important. Et surtout, actuellement, vous le savez, les gens sont disponibles, sont plus à la maison, ils passent plus de temps sur les médias sociaux. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté. C'est sûr que si vous avez une page Facebook, publiez d'une façon régulière. Il ne faut pas non plus commencer à publier une fois aux 2 semaines, une fois par mois, puis penser que tout va fonctionner. Donc, publiez d'une façon régulière parce que surtout, Facebook ne donne plus autant d'importance aux entreprises dans les fils d'actualité des personnes. Les dernières nouvelles, je ne vous dirai pas tout de suite les pourcentages parce qu'il faudrait que je revérifie, mais je sais que ça baisse au fil des années, côté pourcentage qui est attribué aux entreprises dans un fil d'actualité. Donc, il faut publier d'une façon régulière. Mais aussi, il faudrait faire la publicité ciblée. Ainsi, ça va augmenter, selon la stratégie que vous allez prendre, en fait, ou plutôt l'objectif. Vous pouvez soit augmenter le nombre de visites sur votre site web ou le nombre d'achats sur votre boutique en ligne. Vous
pouvez également décider d'augmenter le nombre d'abonnés à votre page Facebook parce qu'après ça, ils vont voir vos publicités, vos publications régulières. Désolée. Donc, c'est de voir selon quel objectif que vous voulez faire votre publicité, mais ça a vraiment des bonnes retombées et le coût pour la conversion est beaucoup moins élevé que d'autres médias traditionnels. Encore une fois, il faut essayer. Donc, si vous faites de la publicité, essayez avec des audiences différentes. C'est très, très, très important de pouvoir essayer de faire de l'A/B testing, encore une fois. Donc, quand vous faites une publicité, vous pouvez la diviser en deux. Donc, vous pouvez cibler une cible X sur la première version et la deuxième version, un autre cible X, puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis, essentiellement, vous pouvez également comme décider d'y aller avec des objectifs différents pour faire la publicité, puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui va vous rapporter le plus. On le sait, chaque dollar investi doit avoir un retour sur investissement. Donc, j'ai mis aussi encore quelques statistiques en haut. Par rapport à 95% du temps, les publicités sur les médias sociaux sont vues sur mobile. Donc, c'est à garder en tête. Si vous faites de la publicité, adaptez les publicités en version mobile. Parce que on veut que ce soit bien présenté sur les cellulaires des gens. Aussi, si vous faites seulement de la publicité, on dit que 78% des consommateurs vont se désabonner d'une page si c'est juste la publicité qui est publiée. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne proportion de niveau organique et publicitaire. Mon autre point, c'est le remarketing. En fait, là, oui, vous avez eu de la visite sur votre site web, vous avez des gens qui vont avoir passé à l'action, mais il y en a peut-être d'autres qui n'auront pas tout de suite converti. D'ailleurs, on dit que seulement 2% des visiteurs de votre site vont se convertir en clients lors de leur première visite. Fait que pourquoi ne pas les recibler avec de la publicité? Vous l'avez sûrement déjà vécu, vous êtes allé visiter un site web, puis après ça, vous vous faites suivre à plusieurs endroits avec des bannières publicitaires qui reviennent et qui vous montrent la même entreprise. Donc, c'est le remarketing. Comment ça fonctionne? C'est qu'on ajoute un pixel à votre site, qu'on appelle un cookie. Puis, en fait, ce pixel-là va suivre les personnes selon un nombre de jours. Normalement, le maximum, c'est jusqu'à 30 jours qui va être suivi. Donc, ça veut dire que si moi, je vais sur votre site, pendant 30 jours, je pourrais voir vos publicités à travers différents partenaires comme Google, Facebook, Instagram, YouTube, Météo Média, des sites de nouvelles, etc. Vous allez pouvoir revoir la publicité. Une autre chose, c'est qu'on peut cibler toutes les personnes qui vont avoir visité votre site web depuis les 90 derniers jours. Donc, ça peut être important si, si vous décidez que, je ne sais pas, vous êtes une compagnie de déménagement. Puis là, vous voulez faire du reciblage pour tous les gens qui ont visité votre site web. Bien, vous pourriez recibler des sites comme des agences immobilières, par exemple Remax, du Proprio Direct, nommez-les tous. On peut être présent sur ces sites-là pour recibler des gens. Puis en plus, ça serait pertinent pour les déménageurs puisque c'est relié à leur domaine. Si les gens déménagent, achètent une nouvelle demeure, ils vont avoir besoin d'un service. Donc, pourquoi ne pas se positionner à cet endroit-là? Encore une fois, il faut regarder les statistiques, combien que ça va vous avoir apporté. Donc, retournez à Google Analytics, puis regardez ce que ça vous apporte comme trafic. C'est quoi les conversions que vous avez eues? Donc, combien de formulaires qui ont été remplis? Combien d'appels avez-vous reçus? Donc, tout ça, ça va être bon pour vous pour rentabiliser votre investissement. Je vous l'avais dit, tous les outils que j'ai parlé, que ce soit d'une façon rapide, bref, je les ai tous mis ici. Puis quand vous allez avoir la présentation, vous avez juste à cliquer sur chacun d'entre eux, puis ça va vous emmener directement sur le lien. Par contre, deux que je vois que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que quand on parle des publications sur Facebook, Instagram, bref, les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser Canva. C'est un outil qui est gratuit qui vous permet de faire vos publications. Par contre, c'est très important que si vous faites vos publications vous-même, d'avoir une ligne directrice dans chacune d'entre elles. Gardez la même police, les mêmes couleurs, puis un design peut-être similaire pour avoir au moins une signature dans chacune de vos publications. Autre chose, si vous rachetez des images dans votre site web, on a parlé comme quoi qu'il fallait que votre site se charge en moins de 3 secondes. Donc, c'est sûr que si vous rachetez encore plus de contenu, que ce soit visuel ou textuel, il faut s'assurer que cette vitesse-là, que ce résultat de 3 secondes n'est pas dépassé. Donc, pour les images,
Si vous voulez mettre des images pleine qualité, ce qui est la bonne chose à faire, il ne faut pas non plus qu'elle contraint la vitesse de chargement. Donc, il faut compresser ces images-là. Je vous ai mis un lien, c'est gratuit. Vous mettez toutes vos images JPEG ou PNG, il va vous les compresser, vous ne perdez pas de la qualité, mais au moins, ça va vous aider à ce que votre site soit plus rapide quand il va charger. Donc, je pense que j'ai fait le tour. En fait, je peux faire une illusion, par exemple, avec l'image que je vous ai mis, la petite chenille avec le papillon. C'est que peu importe d'où vous partez, vous pouvez grandir et atteindre vos objectifs avec le web. Il suffit de s'y prendre correctement et d'avoir une stratégie. Tous les points que je vous ai mentionnés sont tous importants l'un et l'autre. Oui, ça serait de faire tous les différents points pour qu'ils soient complémentaires entre eux et que vous ayez la stratégie optimale, mais il faut les lancer étape par étape, puis mesurer aussi à chacune des étapes pour être sûr que votre investissement est vraiment bien fait et qu'elle vous redonne un retour. Donc, Nadine, Nathalie, moi j'ai fini de mon côté. Si, mettons, il y a des questions, on va être prête à lancer la période. Merci Isabelle, super instructif. Je sais que Nathalie a pris beaucoup de notes oui. pour nos besoins à nous également. Effectivement. En fait, je vais peut-être expliquer aux gens s'il y a des questions, vous pouvez soit les poser dans le Q&A en bas, question and answer. Je vais les voir. Sinon, vous pouvez lever la main également là, à côté de votre nom. Là, il y a moyen de lever la main. Je pourrais vous donner la parole pour poser vos questions. J'en ai une, en fait, que j'avais moi aussi, que quelqu'un d'autre avait. On se demandait comment on intègre le UTM que tu as parlé tantôt dans les liens URL de l'infolette. On se demandait comment intégrer ce UTM-là. OK, parfait. Je vais juste aller vous chercher tout de suite un outil, puis je vais vous le montrer à l'écran. Parce que Google vous donne des outils qui sont disponibles à portée de tous. Donc, pourquoi pas les utiliser? Attendez. On appelle ça un UTM Builder ou URL Builder. Je vais vous le montrer tout de suite. Sinon, j'en ai une version moi-même que je peux vous faire. Je vais partager mon écran. Donc, ici, puis je vais vous le rajouter aussi à la présentation. Je vais tout de suite le prendre en note. C'est un Campaign URL Builder qu'on appelle. Donc, vous mettez votre URL de votre site web. Ça va être quoi la source comme de la campagne? Est-ce que ça va être Google parce que vous y faites de la publicité? Est-ce que c'est la newsletter? Vous allez envoyer un envoi courriel? Sinon, est-ce que c'est Facebook, Instagram? Bref, vous dites où votre URL va être diffusée. Ça va être aussi quel médium. Si, par exemple, vous utilisez une newsletter, ben, c'est un email qui est envoyé. Donc, à ce moment-là, vous devez mettre le médium, c'est quoi qui va être utilisé. Si vous faites de la publicité Google, ça peut être des bannières, donc vous allez mettre banner. C'est de même que ça va fonctionner. Puis après ça, vous allez y associer un nom. Si vous faites une campagne promotionnelle du printemps, par exemple, vous pouvez l'appeler ainsi, promo printemps. Puis après ça, ils vont vous donner l'URL en bas. Cette URL-là, c'est elle que vous devez mettre dans vos liens pour pouvoir faire le suivi. Puis quand vous allez arriver dans Analytics, si je retourne, hop là. Si vous allez dans Acquisition, vous allez aller sous Campagne et tous les campagnes. Puis à ce moment-là, tous les URL que vous allez avoir faites, ce sont des campagnes qu'on appelle. Ils vont tous s'y retrouver ici. C'est là que vous allez pouvoir faire le suivi de chaque URL, combien de clics vous vont emporter. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de la personne. Pour moi, ça répond à la mienne. Donc, la personne, si elle veut me réécrire, je ne me souviens plus, c'était Lisiane. En fait, j'espère, Lisiane, ça répond à votre question. Sinon, vous pouvez me reposer. Oui, elle me dit oui, merci. J'ai une autre question de la Belle de Coteau-du-Lac. C'est quoi la différence entre le HTTP et HTTPS? Est-ce que d'ajouter le S implique juste d'ajouter dans l'adresse du site ou il y a d'autres actions à entreprendre? Non, il y a d'autres actions. En fait, ça va être un certificat SSL que vous devez acheter. Donc, normalement, la personne ou l'agence, peu importe le fournisseur de l'hébergement de votre site, va devoir acheter ce certificat-là. Une fois qu'il est acheté,
lui, il va devoir l'implémenter sur votre site, ou plutôt sur le serveur. Puis après ça, vous allez devoir changer toutes les URL de votre site web, c'est-à-dire de faire des redirections. Donc, ça va être important que toutes vos URL qui étaient, on va dire, votre page d'accueil sous HTTP soient renvoyées directement vers l'accueil avec le HTTPS maintenant. Donc, c'est un travail un petit peu plus technique qui est demandé, mais mettons un certificat SSL, pour vous dire grosso modo, ça tourne autour de 50 $. Donc, ce n'est pas la dépense la plus fulgurante, ça va être plus le temps qui va être demandé pour faire les changements, qui va peut-être prendre 1 heure, puis tout va être fait. Mais ça va être plus quelqu'un côté technique qui va pouvoir vous le faire, très honnêtement. Là. Je pense que c'est préférable pour que ça soit bien fait la première fois. Certaines choses, si je peux me le permettre, là, c'est bien de vouloir tout faire, mais des fois, c'est bien de faire une petite dépense pour au moins avoir tout en règle, puis on n'est pas expert dans tous les domaines. Donc, je pense que ça vaut la peine là, de faire appel à un professionnel à ce niveau-là aussi. Là. Bien d'accord. J'ai quelqu'un d'autre qui pose la question, est-ce que le plugin de retargeting de WordPress est gratuit et facile à installer et suivre? Pour WordPress, oui, il y a des outils qui sont gratuits. Encore une fois, si vous voulez installer un outil qui est gratuit, allez voir les commentaires. Très honnêtement, là, même nous, en agence, c'est ça qu'on va faire. On va regarder les commentaires, les reviews, en fait, qu'ils vont avoir eu. Et si l'utilisation que les gens en ont faite est convaincante, faites-les. Mais normalement, tous ceux qui sont un petit peu plus performants vont être payantes. Vous avez souvent l'option de l'acheter soit sur une base annuelle ou pour à vie, en fait. Donc, ça va dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire. Mais oui, définitivement, ça peut être une bonne option de regarder, mais encore une fois, vraiment regarder les commentaires. Puis peut-être que ça ne sera pas nécessairement cet outil-là que vous allez utiliser, ce plugin, mais peut-être que vous allez en trouver d'autres qui sont meilleurs, qui ont une meilleure note ou une meilleure cote. Et encore une fois, je vais reprendre le commentaire de Nadine. Pour en faire, moi, du WordPress pour la chambre, en fait, pour mettre nos outils, nos articles, nos événements dessus, moi, je me risquerais pas à installer des plugins sur notre site parce que j'ai pas la compétence pour le faire. Donc, c'est important encore d'aller voir des gens qui sont habitués de le faire parce que il peut y avoir des grosses erreurs suite à des gestes posés quand on n'est pas trop sûr de nous. Si je peux renchérir là-dessus, en fait, c'est un très bon point, c'est vrai. On peut avoir aussi, si vous avez déjà des plugins installés sur votre site web, si vous en installez un nouveau, des fois, ils peuvent avoir un conflit avec ceux qui sont déjà en place. Et à ce moment-là, votre site web peut décider de ne plus fonctionner. Surtout si vous n'avez pas d'enregistrement de votre ancienne version de votre site web, là, vous êtes un peu coincé. Donc, s'assurer que vous avez un backup de votre site avant de commencer à faire des essais et erreurs, parce que sinon, là, ça va être un peu catastrophique. Je ne pense pas que vous voulez repayer à nouveau un nouveau site web parce que tout ne fonctionne pas. Non. J'avais une autre question, en fait, par rapport au formulaire quand les gens veulent télécharger un document ou quelque chose sur notre site. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est dans les formulaires qu'il faut aller intégrer un formulaire à même le téléchargement ou… À ce moment-là, il y a plusieurs options. Soit qu'on peut utiliser encore une fois un plugin de WordPress qui va nous permettre de faire l'ajout de formulaires. Si jamais vous voulez faire un envoi automatique par la suite, que quand ils vont avoir téléchargé un de vos documents, que les courriels s'envoient automatiquement, il faut y aller avec une plateforme complète. C'est-à-dire, comme quand je vous parlais tantôt de MailChimp, LeadFox, eux ont à l'intérieur de leur plateforme des formulaires disponibles qui vont donner seulement le code à aller intégrer dans votre site web. Puis après ça, vous allez tout pouvoir bâtir les courriels de leur côté. Je pense que c'est la meilleure solution à utiliser parce que plus vous rajoutez du stock, excusez-moi, là, mais plus vous rajoutez du stock sur votre site web, pire c'est. Ça va encore ralentir la vitesse de chargement. Puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, utilisez des ressources externes. Là-dessus, je vous dirais aussi voir à regarder avec une agence, peut-être plus comme pour vous démarrer. Après, vous faire la formation de comment l'utiliser, mettre en place eux-mêmes les formulaires. Mais après ça, vous allez pouvoir bâtir les courriels de votre côté puis les changer au fil du temps. Mais je pense que la base pour partir, ce serait mieux avec une agence. J'ai une autre question encore sur les UTM.
En fait, on me demande comment on inclut cette URL dans notre infolette. Une fois qu'on a fait le processus que tu as montré là, avec Google. Bien, ça va dépendre. En fait, je ne sais pas quel outil la personne actuellement utilise pour faire ses infolettres. Je vais prendre encore l'idée qu'on est avec MailChimp. Quand vous êtes dans MailChimp, normalement, quand vous mettez un bouton pour que les gens puissent cliquer dessus ou un lien quelconque, vous avez l'option de mettre un lien. Ça va être la même chose. Au lieu de mettre votre lien normal qui serait, on va dire, votre site web sans UTM, bien, remplacez-les par les UTM que vous allez bâtir. C'est vraiment tout simple comme ça. Puis dans votre texte, si exemple, vous dites, OK, bien sur tel mot, je veux un lien, surlignez-le, puis pesez sur le bouton Ajouter un lien, puis mettez l'URL avec l'UTM à l'intérieur. Donc, c'est tout simple. C'est ça. J'ai pas d'autres questions. J'ai peut-être d'autres questions qui arrivent. En fait, je vais peut-être lui donner la parole si la personne, Georges, veut prendre la parole, poser sa question lui-même. Je vais vous retrouver, Georges, dans les participants. Donc, Georges, est-ce qu'on vous entend? Oui, on vous entend. Vous pouvez poser la question à Isabelle. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Ah, OK, parfait, merci. Salut tout le monde, c'est Isabelle. Moi, j'utilise déjà des logiciels, donc est-ce que pour tout ce qui est automation, autoresponder, au lieu de MailChimp, j'utilise GetResponse par exemple. Comment votre agence, est-ce qu'il faut absolument utiliser vos propres outils ou il y a une façon de… Non, du tout. C'est pas nécessaire d'utiliser les outils qu'on a. Nous, de toute façon, tantôt, quand je parlais de MailChimp, Leadfox, c'est des partenaires externes, des applications qu'on utilise, qu'on paye par mois. Vous avez déjà une solution qui fonctionne bien, que vous êtes à l'aise. On peut continuer avec votre solution. Il n'y a pas de problème. Il faudrait juste que nous, on puisse avoir des accès à celle-ci. Puis après ça, on va pouvoir faire le marketing avec vous. Donc, il n'y a pas de normes à suivre. Ah, OK, parfait. Merci. De rien, ça fait plaisir. Merci. J'ai, en fait, la belle de Coteau-du-Lac. Je vais peut-être leur laisser poser la question. Je ne sais pas c'est qui est en ligne de la belle de Coteau-du-Lac. Bonjour. Oui, allô? Oui, c'est Luc. Oui, c'est Alexandre Isabelle. Ah, c'est Alexandre. Je pensais que c'était ton père. Non, il n'est pas trop aux ajours là-dedans, fait que c'est moi qui s'en occupe. Fait que, bien sûr, la question que j'ai fait une présentation d'un autre son influenceur là, qui, lui, son discours, c'était que TikTok allait devenir le prochain Instagram. Puis que là, aujourd'hui, c'est juste les jeunes qui y sont, puis on ridiculise un peu ça. Puis on voit ça un peu de haut, mais il disait qu'Instagram, c'est un peu ça aussi au départ, le principe. Il disait que ça valait la peine de commencer à y être sur TikTok pendant que c'est pas trop gros, que ça allait être plus facile de se tailler une place dessus, puis que même que ça devienne big, on est déjà une place en rêve là-dessus. On devance ainsi un peu la vague. Est-ce que tu penses pareil que ça peut devenir le prochain Instagram? J'ai un peu un bémol là-dessus, je vous explique. Parce que TikTok, oui, c'est vrai. On s'entend que c'est les générations un petit peu plus jeunes qui l'utilisent actuellement. C'est beaucoup de la danse, de la chanson. Donc, je pense pas que vous voulez peut-être aller dans ce créneau-là. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne lâche pas d'en parler dans les médias. Bien, pas qu'on lâche pas, mais on commence à lever les flags dans les médias. Comme quoi, TikTok, c'est une application qui provient de la Chine. Et ça a été dit haut et fort, comme quoi que l'application en tant que telle suit à la trace tout ce qui est fait sur votre cellulaire. Donc, il y a même des endroits où on commence à dire, puis même les gouvernements aux États-Unis, les gouvernements ont demandé aux gens de désinstaller TikTok de leur cellulaire parce qu'ils ont accès à tout, que ce soit vos déplacements, messages, courriels, peu importe, tout est suivi. Donc, je ne sais pas si cette partie-là, vu qu'on commence à en parler, va avoir une influence sur l'utilisation de TikTok. C'est pour ça que j'ai un petit bémol à ce niveau-là. Puis l'autre chose, c'est plus, on dirait, dans le côté funny, comme un peu le ridicule qu'on fait TikTok. Fait que c'est à voir. Je ne sais pas, vous, votre entreprise, dans quel domaine vous êtes. C'est de l'agrotourisme. OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est sûr que ça pourrait être intéressant. Il y aurait de quoi à faire, là, si on voulait, là. C'est sûr qu'il y aurait de quoi à faire, mais à ce moment-là, comme est-ce que vous êtes prête à y être et avoir votre cellulaire qui est suivi? Ça, c'est l'autre option. Mais Instagram, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Il faut juste comme vraiment adapter notre stratégie, je pense, avec Instagram, puis utiliser la publicité.
Puis, il ne faut pas se cacher aussi, Instagram, c'est vraiment d'avoir des likes sur sa photo. Donc, pensez pas à commencer à mettre beaucoup de texte. Le monde ne va pas lire le texte, ils vont juste regarder l'image. Donc, je sais pas. C'est ça que j'ai encore un bémol. Je suis peut-être pas la personne pour vous envoyer vraiment vers là. Je prends ton commentaire en considération. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Alexandre. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, peut-être aussi mentionner aux gens, là, j'ai quelquefois la question qui est revenue. Oui, la présentation va vous être envoyée, va être partagée, le PowerPoint va être partagé. Vous allez recevoir également les coordonnées de BJ Media et d'Isabelle. Donc, je laisserai le mot de la fin à Isabelle et Nadine. Oui, bien en fait, moi, c'est tout simple. Je remercie Nadine, Nathalie et la Chambre des commerces de nous avoir donné l'opportunité de faire une formation aujourd'hui. Je m'excuse à l'avance si je vous ai bombardé d'informations. J'espère au moins que ça a été intéressant. Puis de toute façon, vous allez avoir mes coordonnées. Comme l'a mentionné Nathalie, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi des questions par courriel ou par téléphone. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Mais non, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. C'était fun aussi d'avoir les questions par la suite des gens. Ça montre l'intérêt. J'aime ça. Merci Isabelle. Merci à BJ Media d'avoir participé dans ce webinaire-là. On est très heureux de pouvoir mettre à profit, en fait, les membres de la Chambre experts dans plusieurs domaines. Donc, peu importe les sujets qu'on traite, les agences qui participent avec nous, n'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment leur domaine d'expertise. Ils sont là pour vous aider. Petite référence pour demain, ceux qui le savent pas, en fait, on a un autre webinaire demain qui va parler, entre autres, des outils pour le télétravail, toute l'organisation des communications dans le milieu de travail. On sait que présentement, beaucoup d'entreprises sont appelées à travailler ou à changer leur mode de communication avec leurs employés. Donc, soyez présents demain à 9 h. C'est un webinaire avec l'entreprise Dialogue Connect, qui est entre autres un courtier, en fait, auprès de différents fournisseurs de solutions technologiques. Donc, on va pouvoir demain voir un éventail de solutions qui sont à la disponibilité des entreprises et voir qu'est-ce qui est la meilleure en fonction du type d'entreprise qu'on est ou qu'on opère. Donc, merci encore une fois, Isabelle. Merci à BJ Media. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer soit à Isabelle ou à nous. On va pouvoir vous référer ensuite les réponses. Et comme Nathalie le mentionnait tantôt, là, on va pouvoir vous envoyer l'enregistrement du webinaire. Vous pourrez revoir les informations et la présentation vous sera envoyée également. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à demain. Merci tout le monde. Wow.